Donc on me demande de vous rappeler d'essayer d'éviter d'utiliser Ionis Portal, c'est pour le stream, ça a du mal du coup vu qu'il y a pas mal de monde dans la salle. Du coup merci de venir à cette présentation. Donc je m'appelle Arthur Remo alias Chemical, je suis actuellement en Inch 3 donc promo 2019 et aujourd'hui je vais vous parler de bugs. Donc vous, moi, tout le monde, même vous sur internet, on bug tous les jours, on fait plein de bugs partout dans tous nos codes. Sauf que actuellement on s'en fout un peu. Dans le pire des cas, si vous avez un bug, bon, vous avez une moins bonne note, vous avez 0, bon, vos copains qui sont avec vous sur le projet vous gueulent dessus, mais c'est pas si grave que ça. Sauf que quand après vous êtes dans la vraie vie, sur des vrais projets, avec des vrais clients, les bugs ça passe beaucoup moins bien. Et du coup je vous propose dans cette conférence de voir une liste de bugs qui ont eu soit des conséquences assez dramatiques, soit qui sont complètement débiles et que j'ai trouvé assez amusant à vous présenter. Je ne parlerai bien sûr pas de tous les bugs que j'ai pu trouver en faisant mes recherches et je vous invite si vous voulez en fin de conférence, si on a du temps mais c'est pas trop sûr, si vous avez des histoires marrantes à raconter, à faire ça en fin de conférence. Donc pour commencer on va parler de l'origine du mot bug. Donc cette origine est assez connue en fait. Quand on remonte dans le tout début de l'informatique, sur les PC qui faisaient des pièces entières, qui n'avaient que les universitaires qui avaient, un jour l'une de ces machines s'est mise à planter fortement et ils se sont rendus compte que c'était à cause d'un papillon de nuit qui était venu faire un court-circuit. Et du coup un bug en anglais. Et du coup, vu que c'était une expérience scientifique quand même, il fallait tout noter dans un cahier de bord, tout ce qui se passait avec cette nouvelle machine. Et du coup, ils ont noté ceci comme étant le premier bug. Et donc c'est le premier bug de l'histoire. Ce qu'on retient un peu moins, c'est que en fait, c'est pas la première fois qu'on utilise le mot bug. En effet, on retrouve déjà ça dans des cahiers de Thomas Edison. C'était déjà utilisé dans l'ingénierie en général pour décrire un problème qu'on avait quand quelque chose qu'on pensait que ça marchait ne marchait pas. Donc ça n'a pas été inventé pour l'informatique. Mais aujourd'hui, c'est clairement nous qui l'utilisons le plus. Donc en général, quand on veut parler de bugs coûteux, très coûteux, on donne l'exemple d'Ariane 5. Donc Ariane 5, hop, nickel. Ceci, c'est le tout premier lancement d'Ariane 5. Ah zut, il n'y a pas de son. Ah dommage, peut-être qu'ils l'ont sur internet, je ne sais pas. Donc ceci, c'est le tout premier lancage d'Ariane 5 en 1996. Donc là, en fait, c'est un peu un test réel, puisque c'est pas une mission à vide comme on peut le voir sur certains lancements de fusées. Il y a dedans 4 satellites de la mission Cluster envoyée par la Station spatiale européenne. Et ces 4 satellites, c'est pas rien, ça vaut 370 millions d'euros. C'est un peu cher, quoi. Ce serait vraiment dommage s'il arrivait quelque chose à la fusée. Normalement, c'est pas trop long. Ah, c'est quand même mieux avec le son quand on entend les boosters. Et là, ça se passe mal. Et ce qui est marrant, c'est que pile poil à ce moment-là, il y a le mec derrière son écran de contrôle qui dit « Tous les paramètres de trajectoire sont OK ». Bon, pas trop. Tac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme je vous ai dit, c'était le tout premier lancement d'Ariane 5. En fait, pour développer Ariane 5, ils ont réutilisé du code d'Ariane 4. Ça a l'air débile comme ça, mais c'est très souvent fait. Il faut savoir que les fusées, le code qui est dessus, c'est du code qui coûte très cher à produire parce qu'il est très vérifié. Et donc réutiliser du code déjà existant, on fait ça très souvent pour économie. Le problème, c'est que dans ce cas-là, le code il était le même, sauf que le matériel non. Et il y avait un détecteur de vitesse horizontale qui avait changé et qui pouvait donner une valeur plus importante que celui d'Ariane 4. Du coup, vous avez un overflow parce qu'il manquait un bit de mémoire. Et puis du coup la vitesse c'est n'importe quoi. L'ordinateur détecte qu'il y a un problème et que c'est n'importe quoi. Du coup on prend pas de risque, on n'est pas chez les Russes, on explose la fusée en vol, on n'attend pas qu'elle retombe au sol pour tuer quelqu'un. Et ça vous fait une belle explosion à peu près 500 millions d'euros. Voilà, c'est considéré comme le bug le plus cher de l'histoire aujourd'hui. Aspect assez marrant, il faut savoir que dans les fusées en général, vu que vous voulez vraiment pas qu'il y ait un problème, tous les systèmes sont doublés. C'est-à-dire que c'est comme ça, s'il y en a un qui fait de la merde ou un qui a plus ou moins un problème et il s'arrête, l'autre prend le relais. Et de manière générale, on essaye de faire en sorte que ce soit deux systèmes différents pour justement, comme ça, s'il y en a un qui plante, d'autres plantent pas. Là, manque de bol, c'était 2 fois le même, du coup les deux ont planté. Bon, on va rester dans le spatial. On va parler de Mars Climate Orbiter. Donc ça, c'est une sonde qui a été envoyée par la NASA pour voler autour de Mars en 98.
En fait, elle est censée se mettre en orbite assez basse autour de Mars pour analyser l'atmosphère et le climat, d'où le nom Planet Orbiter. Donc au début tout se passe bien, la sonde arrive sur Mars, enfin, à côté de Mars, et elle entame sa mise en orbite, et là la sonde se crache sur Mars de manière lamentable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enquêté, et il se trouve qu'en fait, ils ont sous-traité le système de navigation. Et le système de navigation, il envoyait ses données en mètres, enfin en kilomètres, à la sonde, et elle est propulsée, son système de propulsion gérait des miles. Du coup, kilomètres et miles, ça fait pas mal d'erreurs quand même, hein. On parle de 1,6 fois 1,6 de différence, et donc forcément ça marche pas et ça se crache. Et un simple test de tout le système en entier aurait pu éviter ça. Bon, celui-là c'est que 125 millions de dollars, ça va. Bon, on a parlé des Européens, des Américains, parlons des Russes. Donc ça, ah ouais, c'est vachement pixelisé. Ah, c'était mieux sur mon écran. Donc ça, c'est une représentation d'artiste de Mars Phobos 1, qui est une navette lancée autour de Mars et de Phobos, donc le satellite naturel de Mars, en 88. Donc l'idée, c'est qu'elle se rend très bien. Au début, il n'y a pas de problème. Et un jour, ils envoient une commande, et là, ça fait tout planter. Ils perdent le contact avec cette sonde qui se décale, enfin qui change d'attitude, et du coup ces panneaux solaires ne sont plus bien orientés avec le soleil, et le temps qu'ils essayent de rétablir le contact, la batterie s'est vidée, et donc ils ont perdu le satellite et 300 millions de roubles au passage. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut savoir qu'il y avait un bout de code qui permettait d'éteindre le système d'orientation de la sonde. C'est un bout de code que normalement vous ne voulez pas laisser, hein. Le système d'orientation c'est bien de le laisser H24, mais il était là pour le debug. Alors pourquoi ils ne l'ont pas enlevé? Parce que c'est une EPROM, et une EPROM, quand vous voulez enlever quelque chose, en fait vous êtes obligé de tout reflasher, vous ne pouvez pas juste enlever un fichier comme ça. Et donc ils se sont dit, ouais flemme, de toute façon il est plus appelable maintenant qu'on a enlevé tout ce qui servait à l'utiliser, et donc de toute façon il ne sera pas appelé. Sauf qu'il y a une commande qui a été envoyée par les Russes, avec une faute dedans, une faute de frappe. Et normalement, il y a un système de syntaxe pour éviter les fautes de frappe. Mais là, ils étaient pressés, du coup, ils ont un peu bypassé ce système de correction. Ouais, c'est une accumulation d'erreurs, hein. Et du coup, ils ont envoyé cette faute de frappe qui est allée taper dans ce bout de code qui était censé jamais être appelé. Et donc, le système s'est arrêté. Et du coup, on a perdu la sonde. Voilà. Allez, on retourne chez les Américains. Donc ça, c'est Mariner 1. Enfin, cette photo, c'est Mariner 2, mais c'est Mariner 1 qui s'est mal passé. Celle-là, elle a été envoyée en 1962, donc c'est quand même assez tôt dans le programme spatial. Et elle, 4 minutes après son décollage, il remarque qu'en fait la trajectoire n'est pas bonne. La trajectoire de la fusée dévie un peu. Et donc ils envoient un ordre à la fusée pour qu'elle s'autodétruise, parce que on ne laisse pas une fusée se balader n'importe comment. En plus, on est en guerre froide, on fait gaffe avec ces conneries. Donc en fait, pourquoi j'en parle? Parce que en réalité, c'est pas un bug. Mais tout le monde a longtemps pensé que c'était un bug. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est du Fortran. Et ça s'est répandu comme l'histoire, oh là là, une faute en Fortran a fait exploser cette fusée, ce magnifique satellite. Et en fait, non, c'est une erreur qu'en fait, quand ils ont voulu décrire, parce qu'il y a des rapports, tout ça, c'est l'argent public quand même, donc ils sont obligés de décrire pourquoi ça plante. Et quand ils ont fait le rapport public, ils ont dit, ouais, c'est juste une barre qui était mauvaise dans le code. Et en fait, tiens, est-ce qu'il y a des craies? Yes, merci. Et en fait, c'était dans les spécifications du programme. Il y avait un moment où il y avait un calcul comme ça qui disait ok, on a Rn et on veut la dériver. Sauf que la vérité, c'est qu'ils voulaient la dériver lissée. Donc il manquait 7 barres. Et juste avec une barre en moins, le mec qui a codé, il a fait j'ai pas besoin de lisser. Du coup, il l'implémente pas. Et du coup, en fait, ça faisait que, vu que ça c'était un calcul de trajectoire, la moindre micro-variation de la fusée faisait que sans le lissage, la variation était énorme. Et du coup, la fusée dévie de sa trajectoire logiquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? C'est que non seulement ne pas écrire de bugs, c'est important, mais d'écrire des bonnes specs aussi, c'est important. Tout ça, oui, c'est 135 millions de dollars aussi, la perte, juste. Enfin, on va terminer l'épisode spatial avec Mars Pathfinder. Donc on va terminer sur une note joyeuse, parce que cette mission-là, elle a très bien marché, hein. Juste quelques jours après son arrivée sur Mars, il se trouve que le système reboot en boucle. Ce qui est un peu gênant quand même, parce que vous avez quand même d'autres expériences à faire. Donc ils enquêtent pour savoir. Et ça, c'est un bug très intéressant qu'on appelle l'inversion de priorité. Donc normalement, les GIS qui ont écouté en FreeRTOS, ils savent de quoi je parle. En fait, tout le monde voit ce que c'est un bus. Oui? On va dire que oui. Donc vous avez un bus avec plein de composants tous dessus branchés.
Et l'idée, c'est que tout le monde ne peut pas parler en même temps. Du coup, on a un programme qui est là pour faire de l'ordonnancement, du scheduling, si vous préférez. Donc, en gros, dire, OK, toi, tu parles, toi, tu t'arrêtes, tu parles, et ainsi donner la parole les uns après les autres. Et l'idée, c'est qu'on est sur du temps réel. Donc, on a certaines tâches qui vont s'exécuter très rapidement parce qu'il faut gérer ce temps réel, et d'autres tâches qui vont avoir une priorité faible. Du coup, on a une gestion de priorité. Donc là, sur ce schéma, on voit ici, c'est classé par ordre de priorité. Et vous avez tout en haut donc, une priorité maximale. Cette priorité, c'est justement l'ordonnanceur qui va aller interroger les programmes sur les différents périphériques pour dire « Ok, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» pour savoir si je te donne plus ou moins vite la parole. Et lui, du coup, vu qu'il est très prioritaire, il faut qu'il s'exécute tout le temps. Et il y a un moment, il va demander à un programme qui a une très faible priorité, donc lui en l'occurrence, « Ok, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Du coup, lui, tant que celui qui est en dessous n'a pas répondu, il ne peut pas reprendre la main. Or là, vous avez ici Medium, qui lui est très long. Et du coup, tant que lui, il n'a pas fini de s'exécuter, bah, vu que lui, il a une priorité plus faible, bah, il ne prend pas la main. Mais du coup, vu que lui, il ne prend pas la main, lui non plus ne prend pas la main. Vous voyez le problème? Du coup, ça fait que lui, il attend pendant un temps très long, alors qu'en temps réel, il n'a pas le droit. Il est censé s'exécuter très très vite tout le temps. Et du coup, l'ordinateur dit « attends, toi, ça fait longtemps que tu n'as pas été appelé, c'est pas normal, il y a un truc qui déconne, je reboot. » Et le problème arrive en boucle. Du coup, bah, il reboot en boucle. Alors, comment ils ont résolu ce problème? Bon, ils l'ont assez vite identifié. Ils ont réussi à faire du code C qu'ils ont pu envoyer sur la sonde, ce qui est quand même pas si anodin que ça, quand même, à envoyer quand vous avez plusieurs minutes de décalage. Et ils l'ont envoyé dans un système de debug qui servait normalement à lire du C à la volée. Et ils ont pu relancer comme ça le système avec le bug en moins. Ce qui est très marrant avec cette histoire aussi, c'est que en fait, le bug, tous les bugs de parallélisme, pour ceux qui ont déjà fait de la programmation parallèle, c'est infernal à débugger. Franchement, ça se barre dans tous les sens et à reproduire, c'est infernal. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que ce bug, ils l'ont eu une fois lors des tests qu'ils avaient fait. Mais ils ont tellement été incapables de le reproduire qu'ils se sont dit ouais, ça doit être un glitch hardware, de toute façon, on ne sait pas d'où ça vient, tant pis, on ignore. Et bah, du coup, c'est arrivé dans la vraie vie. Voilà, donc maintenant, on va passer à autre chose que le spatial. Donc, il va y avoir un peu moins d'explosion. Je vais parler du Pentium. Donc, c'est un bug, encore une fois, qui est très connu. Donc le Pentium qui est sorti en 1994, il avait un problème avec la division flottante, donc l'opération FDiv. C'est un universitaire qui faisait des calculs mathématiques qui s'en est rendu compte. Et pourquoi on en a beaucoup parlé? Parce qu'en fait le Pentium il était déjà pas mal répandu, donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans l'histoire, mais aussi parce qu'au début Intel, ils ont un peu ignoré le problème. C'est-à-dire qu'ils ont fait ouais, on s'en fout, FDiv, personne l'utilise, ceux qui ont un problème renvoyez-les nous. Et du coup, les gens ont quand même pas mal gueulé et au final, ils se sont un peu rattrapés après. Mais voilà, quand vous avez un bug, assumez vos erreurs et essayez de régler ça plus vite. Donc en parlant d'assumer ses erreurs, tiens, petit sondage, qui est à la BNP Paribas en banque? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Bon, spoiler, ça va mal se passer. Non, ça va en vrai. Donc en février 2009, vous avez la BNP. Ouais. Donc en février 2009, vous avez un bug qui double les opérations bancaires sur près de 600 000 opérations. Donc vous imaginez, vous avez fait un virement quelconque et là vous voyez que la somme a été prélevée 2 fois sur votre compte. C'est pas cool. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'au final, la BNP, elle n'a pas dit les raisons de ce bug. Elle a juste dit ouais c'est un bug, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Sauf que bon, quand vous avez tout votre argent qui est géré par une banque qui vous dise t'inquiète, on assure, ça fait. Il y a quand même moyen de se poser des questions. Et à la limite, j'en aurais pas parlé si 6 ans plus tard, en 2015, le bug n'était pas revenu et avait refait la même connerie. Bon, du coup, à voir si c'est vraiment bien de cacher ces erreurs des fois. Ensuite, on va s'attaquer aux militaires. Ça va pas bien se passer non plus. Donc ici, c'est l'USS Vincennes, c'est un bateau militaire américain. Et le 3 juillet 1988, il est dans le sud de la mer Rouge, donc entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Et là, en fait, à ce moment-là, les tensions entre les Américains et l'Iran, c'est assez tendu. Et il y a un risque de guerre, il y a des conflits. Et il se trouve qu'à un moment, ce navire, il voit sur ses radars un avion qui arrive vers lui. Donc là, c'est un peu la panique. Ils essayent d'abord de contacter l'avion, qui ne répond pas. Ils regardent si c'est un avion civil qui est prévu, c'est pas le cas. Ensuite, au radar, ils ont des informations de plus en plus précises au fur et à mesure qu'ils se rapprochent. Ils se rendent compte que l'avion descend, ce qui est clairement une manœuvre d'attaque pour les attaquer, une manœuvre d'attaque. Et enfin, il y a une dernière information. Ils identifient ça comme étant un F-14.
qui est un avion militaire. Et donc là, l'amiral, le commandant du bateau, il a plus le choix, il faut qu'il tire, parce que s'il attend trop longtemps, il va se faire, les missiles vont pas pouvoir partir, et le bateau va couler. Du coup, dans le doute, ils envoient 2 missiles, parce que comme ça, s'il y a un missile qui se fait soit dégommé par l'avion, soit un missile qui rate, l'autre est censé toucher. Donc il faut qu'il y ait au moins un des 2 missiles qui touche. Le missile détruit l'avion et le bateau s'en sort indemne. Et c'était pas très compliqué, puisqu'il s'agissait en vrai du vol Ryanair 655 avec 290 passagers et membres d'équipage à bord. Donc, on va recommencer l'histoire à zéro. L'avion décolle d'un aéroport, et cet aéroport, c'est à la fois civil et militaire. Il y a 2 types d'avions qui décollent. Il démarre avec un retard de 25 minutes. Ce qui commence à fausser pas mal les plannings, puisque ce vol est censé durer 30 minutes, il traverse juste en fait la mer, et il se repose de l'autre côté. Et en plus, vous avez des décalages horaires dans la région. Du coup, c'est un peu chiant pour s'y retrouver. Ensuite, le navire américain, il n'était pas censé être là. C'est-à-dire qu'il y avait eu un conflit avec des navettes iraniennes et un autre bateau américain, et l'état-major américain avait dit « Ok, tous les bateaux, vous ne bougez pas, on reste en stand-by ». Et lui, le commandant de ce bateau, a décidé d'enfreindre les ordres et de s'avancer en eau iranienne, en eau territoriale iranienne, ce qui n'a pas le droit normalement. Donc l'équipage était sous tension, énormément. Ensuite, l'avion arrive sur les radars. Donc là, ils le détectent, ils essayent de le contacter. Sauf que les informations qu'ils ont sur leur dispositif du bateau n'est pas exactement les mêmes que sur l'avion. Du coup, l'avion, quand il reçoit les messages, ils ne savent pas que c'est de eux qui parlent. Du coup, ils ne répondent pas parce qu'ils pensent qu'ils parlent à quelqu'un d'autre. Ensuite, vous vous souvenez quand je vous ai dit que l'avion descendait? En fait, pas du tout, il montait. C'est l'homme qui était derrière le radar, qu'on pense sous la tension, a dû se tromper et a dû donner la version inverse. Et là, vous êtes en train de me dire, il est où le bug? Le bug, c'est l'identification du F-14. En fait, il n'a pas du tout identifié un F-14, enfin si, mais pas le bon. Il y avait un autre avion qui a décollé, un F-14 celui-là, qui a décollé après sur l'aéroport, et il a inversé les 2 identifications. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a eu la mauvaise identification, et qu'ils ont shooté le mauvais avion. Alors vous allez me dire, ok, mais ton bug c'est nul, on voit bien qu'il y a plein d'erreurs humaines à côté, c'est pas la faute du bug. Oui, mais ce bug, il a bon dos. Parce qu'au final, il n'y a rien eu suite à cette histoire. Enfin, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que le commandant a même été félicité et a reçu une médaille, enfin un truc des militaires, quoi, pour avoir gardé son sang-froid lors de cette situation. Ils n'ont jamais été condamnés, et même George Bush a déclaré « Jamais je ne m'excuserai au nom des USA pour ce genre d'action ». Voilà, ils ont quand même dû payer 61 millions d'euros à l'Iran une fois que ceux-ci ont porté plainte auprès de la Cour internationale. Mais voilà, du coup les bugs, c'est pratique, ça sert de bouc émissaire, c'est génial. Bon, on va passer sur quelque chose d'un peu plus marrant. Donc on est en juillet 1991, et là vous avez une panne de téléphone aux USA. Quand j'ai une panne de téléphone, c'est il y a 10 millions de personnes qui ne peuvent plus utiliser le téléphone aux USA. Il y a en fait, c'est pas juste un opérateur, c'est plein d'opérateurs différents qui ont le problème en même temps. Alors au début, on se dit, oh là là, c'est des hackers qui nous ont piratés, qui attaquent l'Amérique. En fait, pas du tout. Ils ont fait une mise à jour de quelques lignes, 3 fois rien. Oh, ces quelques lignes, on teste pas tout. On teste juste le minimum, quoi. Puis du coup, ce qui n'était pas testé, ça a planté. Et du coup, voilà, quand vous faites une mise à jour, toujours lancez l'intégralité de la test suite. Ne vous cantonnez pas juste quelques tests comme ci, comme ça. Parce que ça fait quand même 2 jours entiers où 10 millions de personnes ne peuvent pas utiliser le téléphone. Ensuite, sondage suivant. Qui conduit une Toyota tous les jours ou de temps en temps? Ah, il y en a un qui ose. Bon, tu vas peut-être changer de voiture après. Donc, en 2013, il y a un jugement de Toyota, parce qu'il y a eu plusieurs accidents qui ont été recensés, dont au moins un mort quand même, et ça n'a pas l'air de venir ni du conducteur, ni des conditions autres que le conducteur, la météo, etc. Et donc c'est assez bizarre, les voitures semblent s'emballer. Donc Toyota, au début, ils accusent le hardware. Il y a une commission, ils regardent le hardware, ils ne trouvent rien. Puis Toyota accuse le capteur de la pédale. Bon, ils font une enquête, ils ne trouvent rien non plus. Bon, on va peut-être regarder le code du coup. Et alors là, c'est génial. Donc, vous avez déjà, si vous voulez, en fait, quand vous faites une voiture, vous avez plein de normes à respecter. Vous êtes censé déclarer plein de choses. Et là, Toyota,
qu'est-ce qu'on s'en fout des normes, ça sert à rien. Du coup, normalement, ils sont censés pas utiliser trop la pile, parce que sinon vous risquez de faire un stack overflow. Du coup, on n'utilise que 41%, sauf que non, en fait, ils ont oublié plein de trucs, ils en prennent 94%. Ensuite, ils ont prouvé facilement qu'avec un simple bit shift, vous pouvez très facilement avoir un bug qui fait que la voiture accélère toute seule, ce qui sent mauvais, et le moyen d'arrêter ce bug, c'est de relâcher toutes les pédales. Parce que bizarrement, quand vous avez votre voiture qui accélère, en général, les gens écrasent le frein, sauf que ça fait que accélérer encore plus. Enfin, pas plus, mais ça continue d'accélérer. Alors bon, il y avait plein d'autres choses qui n'allaient pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de complexité cyclomatique pour décrire du code. En fait, plus ce nombre il est petit, et mieux votre code il est. En fait, on analyse les composantes connexes pour voir à quel point tout le code que vous écrivez est utile. Et alors là, sur tout ce qu'ils ont analysé, il y a plein de bévues. Il y a 67 fonctions qui sont déclarées comme trop difficiles à tester, voire immaintenables. Il y a aussi la norme misracée, donc ça c'est une sorte de coding style pour simplifier, en gros, une norme sur laquelle pour écrire du bon code. Et alors eux, ils ont dit misracée, il y a 93 règles et 34 recommandations. On n'en suit que 11. Puis quand on regarde le code, en fait, ils en suivent que 6. Donc il y a 80 000 violations de ces règles en général. Donc c'était vraiment du code dégueulasse. Et pour bien que vous compreniez à quel point c'était dégueulasse, je vous donne juste un chiffre, 11 000. Voilà. Et ça se dit ingénieur. On va passer à la suite. Donc là, on a parlé de bugs assez vieux. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus récent. Donc ça c'est Heartbleed, que vous avez peut-être entendu parler. C'est une faille qui a été découverte sur OpenSSL en 2014. OpenSSL, c'est très utilisé dans le web pour tout ce qui est sécurité des sites. Et tous les sites de la Terre l'utilisent à peu près. Donc si ça casse, vous avez tous les sites qui vont mal. Et en 2014, ils ont trouvé une très grosse faille. Donc vous êtes en train de dire l'intégralité du web mondial a une énorme faille. En fait, si vous voulez, quand vous êtes connecté à un serveur, votre client, il y a des fois où il fait rien, il envoie rien, le serveur envoie rien, mais il a quand même envie de maintenir la connexion. Du coup, de temps en temps, il va ping le serveur pour lui dire hey, est-ce que tu es toujours là? Et la méthode pour ping, en fait, c'est qu'ils envoient un code, un texte quelconque, et le serveur doit leur renvoyer le même code. Du coup, dans le paquet, vous avez la taille du code et le code en question. Sauf que la taille du code n'est pas vérifiée. C'est-à-dire que si je vous dis, je t'envoie un texte de 1000 caractères et qu'en réalité vous en envoyez 3, eh ben, le serveur va faire OK, je te renvoie 1000 caractères. Du coup, il renvoie les 3 qu'il a alloués, plus ce qu'il y a à côté. Donc ce qui est à côté, ça peut être des bases de données, des clés, SSH, enfin, des trucs que vous n'avez pas envie que ça sorte. Et donc là, il y a une news qui apparaît qui fait coucou tous les sites, vous avez potentiellement votre sécurité qui a été leak, on ne sait pas qui a pu l'utiliser. Et il a fallu refaire le bug à fix n'était pas si compliqué, mais il a juste fallu prendre énormément de précautions pour faire en sorte que le web soit à nouveau protégé, changer toutes les sécurités des sites qui avaient pu être attaqués par ce genre de choses. Voilà. Ce bug était un peu compliqué. On va revenir à quelque chose de plus simple. Donc on va parler de TY Point Aluminium Shelter. C'est une usine de fonte d'aluminium qui est située en Nouvelle-Zélande. Et la veille du Nouvel An 1997, donc le 31 décembre 1996, à minuit pile, vous avez 660 processus de contrôle qui crachent en même temps. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée, sachant que la date est importante? En fait, 96, t'as une idée? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, Vincent, je te l'ai dit. Derrière? J'entends pas, excuse-moi. Ouais, en fait, vous avez tous à peu près l'idée. En fait, 96, c'est une année bissextile. Du coup, vous avez 366 jours dans l'année. Et le 366e, c'est le 31 décembre.
et ben, ils ont oublié de gérer les années bissextiles. Du coup, 366e jour, ah, je connais pas ça, pouf, je me crache. Bon, le problème, c'est que le temps qu'ils trouvent le bug et qu'ils réparent et qu'ils relancent tout, bah, les fours ont refroidi, et du coup, vous avez une perte de 1 million de dollars australiens. Et fait assez amusant, 2 heures plus tard, exactement 2 heures plus tard, vous avez le même problème dans une usine similaire, mais qui, elle, est en Tasmanie. Parce que y a 2 heures de décalage horaire. Alors, bon, les années bissextiles, c'est marrant, mais en fait, il y a plein de gens qui l'oublient, les années bissextiles. Donc ça, c'est Lotus 1, 2, 3. C'est un tableur. C'est un tableur très vieux, qui date d'avant Excel. Donc ça a commencé en 81, si je ne m'abuse. Donc ça, c'est une version MS-DOS, hein, mais il y a eu des versions sur les vieilles versions de Windows, du coup, un peu plus jolies que celle-là. Et eux aussi, est-ce que vous vous rappelez de la règle des années bissextiles? Donc une année bissextile, si elle est divisible par 4, mais pas si elle est divisible par 100, sauf si elle est divisible par 400. Et du coup, qui est arrivé et qui a fait chier tout le monde? L'an 2000, parce que c'est divisible par 400. Du coup, eux, c'est censé être une année bissextile, et eux, au début, ils avaient dit, non, c'est pas une année bissextile. Ils s'en sont rendus compte. Du coup, ils ont réglé le bug. Seulement par le même coup, ils ont déclaré que 1900 était une année bissextile. Or, c'est divisible par 100 et c'est pas le cas. Et du coup, il y a toujours ce bug dans Lotus 1, 2, 3 qui dit que 1900 est une année bissextile. Donc vous avez un 29 février qui apparaît et qui n'est pas censé être là. Mais c'était trop compliqué de gérer la rétrocompatibilité, du coup ils ont préféré dire tant pis, on s'en passe. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais Lotus 1, 2, 3, on ne connaît pas, on s'en fout, la dernière version, c'était sur Windows 2000. Oui, mais Lotus 1, 2, 3 était très utilisé par les industriels. Du coup, quand vous voulez faire un outil similaire et qu'il existe déjà un outil qui est très utilisé, vous avez envie d'un peu d'utiliser leur code base et d'être compatible avec leurs fichiers. Du coup, Excel a intégré ce bug du 29 février 1900 qui n'est pas censé exister. Et là où c'est drôle, c'est qu'aujourd'hui encore, sur Excel, vous avez ce bug. C'est-à-dire que vous avez une page, donc ça c'est le site officiel de Microsoft, hein, vous avez une page qui vous dit « Oui, on a ce bug, mais c'est trop chiant pour la rétrocompatibilité de changer ce bug, ça ferait plein de fixes, on n'a pas envie, de toute façon on s'en fout, personne n'utilise l'année 1900, du coup on le corrigera jamais. » Et du coup, vous avez des fonctions qui disent « Ouais, faites gaffe, si vous prenez des dates avant le 1er mars 1900, la fonction ne renvoie pas le bon résultat. » Donc voilà, quand vous avez un bug gênant, vous l'intégrez juste dans le standard et puis tout le monde y verra que du feu. Et donc je vous encourage, vous avez tous Microsoft Online, donc maintenant avec Excel, vous pouvez faire le test. Vous avez un 29 février 1900 qui existe, que vous n'avez pas sur LibreOffice. Alors bon, vous allez me dire, ouais, mais Excel c'est de la rétrocompatibilité, c'est parce que c'était vieux aussi. Ouais, mais en fait, non, hein, les années bissextiles, ça pose encore problème aujourd'hui. Hein. Vous avez Gmail en 2012, quand vous sauvegardiez une conversation mail, la conversation était complètement ratée. Vous ne pouvez plus la lire ou ni l'effacer. Et la date, on voit clairement que c'est un max de la date possible. Donc bon, ça a l'air tout con, hein, mais il faut y penser à ce genre de choses. Ensuite, je vais parler du Terac 25. Donc rien qu'à la tête de la machine, on sent que ça va mal se passer. Si je vous dis que c'est une machine de radiothérapie, vous sentez que ça va vraiment mal se passer. Donc là, on est en 1985 jusqu'à 1987. Il y a eu 6 accidents recensés de personnes qui ont été surirradiées lors de leur traitement contre le cancer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas leur première machine. Il y a quand même 25 devant. Ils avaient déjà produit d'autres machines de radiation, mais sur celle-là, ils ont essayé d'apporter pas mal d'innovations. Avant, il y avait plein de verrous, de locks hardware. C'est-à-dire que s'il y avait un problème, c'était le hardware qui bloquait et ça ne pouvait pas aller plus loin. Là, ils ont dit, on va le passer en software. Sauf que le software, c'est buggé. Donc, en fait, il y avait toute une gestion de sécurité, de sûreté de programme qui était mal faite. Et vous pouviez avoir un bug facilement. C'est-à-dire que si vous naviguez trop vite dans les menus, notamment si vous retourniez en arrière trop vite dans les menus, les valeurs étaient mal réinitialisées. Et du coup, vous avez des valeurs qui étaient multipliées par 10. Donc des radiations multipliées par 10, c'est pas bon pour le corps en général. Mais c'est pas le seul problème en fait. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, les verrous étaient absolument mal gérés. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes en 85. L'informatique, personne connaît en dehors des informaticiens. Les médecins, ils savent pas de quoi ça parle, ils l'utilisent juste. Du coup, vous naviguez un peu trop vite dans les menus. Vous provoquez un bug sans le savoir. L'ordinateur s'en rend compte. Donc là, il vous met, OK, erreur 37.
Bon, si vous avez normalement un peu d'éthique, vous dites, je vais regarder dans le manuel l'erreur 37, qui n'est pas référencée dans le manuel. Bon, à la limite, on se dit, ouais, mais si ça coupe le système, il n'y a pas de problème. Vous avez un bouton OK, et vous pouvez juste ignorer l'erreur et continuer l'étape. Donc du coup, les médecins, ils savaient pas. On est vraiment au début de l'informatique. Hein. Les médecins ne pouvaient pas imaginer que ça pouvait être mal fait et que ça allait avoir des problèmes. Ils voient juste une erreur qu'ils peuvent ignorer. Ils se disent, bon, ça doit être un truc, on s'en fout, quoi. Donc ça a causé quand même des morts parce que quand vous avez un cancer et qu'en plus vous êtes surirradié, c'est pas bon pour la santé. Et en plus, la boîte de conception à la base a ignoré en disant, non, c'est pas de notre faute. Ils étaient trop confiants sur leurs produits. Et encore une fois, admettez vos erreurs. Enfin, un petit dernier bug qui m'a été donné par Serle ici présent, que je remercie. Vous retrouverez sur ce lien la conversation du mec qui en parle. C'est un monsieur, un administrateur système, qui un jour reçoit un appel. Et le monsieur lui dit, ouais, on a un problème, on n'arrive pas à envoyer des mails à plus de 500 miles. C'est pas trop possible en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, non, je vous assure, on a vérifié, ça fait depuis quelques jours qu'on a le bug. Quelques jours, après vous avez attendu tout ce temps. Bon, on n'était pas sûr du diagnostic. Du coup, on a demandé à un géostatisticien de vérifier. Et du coup, en faisant un radius et tout, on a vu que, en fait, à 500 miles, après 500 miles, ça envoyait plus. Enfin, à peu près, c'est un peu plus, hein, c'est genre 520 miles, mais pas plus loin. Ça a l'air quand même vachement louche, votre histoire. Est-ce que vous avez eu des modifications? Ouais, y a un mec, il est venu patch notre serveur il n'y a pas longtemps, mais je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'avait pas touché au mail. Bon, alors, le mec regarde quand même. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un protocole qui a changé. Et en fait, vous avez un timeout sur les paquets que vous envoyez sur le réseau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le paquet il traîne depuis trop longtemps, vous l'éliminez parce que il est perdu et il ne sert plus à rien. Et dans le protocole avant, dans le timeout, quand vous vouliez dire on ignore le timeout, tu le gardes quoi qu'il arrive, vous mettiez 0. Et le protocole sur serveur avait changé, c'était maintenant -1. Mais le serveur mail n'avait pas été changé. Du coup, lui, il continuait d'utiliser 0. Du coup, vous aviez la valeur minimale du timeout. Et le timeout, comment il est calculé? En fait, il est calculé en fonction du temps que ça prend pour passer d'un switch à un autre. Donc à peu près la vitesse de la lumière quand tu regardes une fibre. Et du coup, donc le temps minimum c'est 3 millisecondes, fois la vitesse de la lumière, vous tombez à peu près sur 520 miles. Du coup, ce qui avait l'air d'être le pire bug report du monde était en fait le bug report le plus détaillé qu'il pouvait avoir. Donc là-bas, je suis allé vachement vite. Il y a plein d'autres bugs que j'aurais pu parler, mais que j'ai préféré zapper pour plusieurs raisons. Donc vous avez peut-être entendu parler du système d'antimissile Patriot. J'en ai pas parlé parce qu'en fait c'est un bug qui était connu. Ils savaient que le bug était là. Et pour enlever ce bug, il fallait reboot le système. Sauf que bon, quand vous êtes bombardé par des missiles régulièrement, vous n'avez pas très envie de dire on va mettre le système en pause quelques minutes le temps qu'il redémarre. Du coup, au bout de 3 jours d'activité, ça marchait plus et ils se sont pris un missile. Oui, alors, les scripts avec des espaces entre eux dans la ligne RMRF, du coup, quand vous êtes censé effacer /user/ quelque chose, mais qu'il y a un espace entre le user et le quelque chose, du coup, vous effacez tout /user, ça se passe pas bien. Bon, l'an 2000, j'en parle pas, mais en dehors des années bissextiles, il y a plein de trucs, vous pourrez aller voir, il y a vraiment plein d'histoires marrantes, notamment des grosses databases qui se révèlent complètement inutiles du jour au lendemain. Apple, il y a eu des trucs marrants, hein. Ils n'ont pas de virus, mais ils ont quelques bugs. Bon, 2 fois entrer avec un mot de passe vide, vous êtes administrateur, ou je vous envoie de l'UTF-8 sur votre smartphone et si le système de notification fait planter votre téléphone entier. Ensuite, bon, c'est pas vraiment un bug, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais un jour, ils se sont dit, hey, est-ce qu'on peut hacker la Terre entière? Et ils sont arrivés à hacker des peacemakers. Vous savez, les trucs qui aident vos cœurs à battre. Donc là, ça fait un peu peur. Ensuite, ça c'était un truc, une histoire super amusante, mais j'en ai pas parlé parce que c'est pas un bug. C'est un jour pendant la guerre froide, donc situation politique extrêmement tendue, et les Américains qui voient sur leur radar 2000 missiles qui leur arrivent des Russes, panique à bord et tous les mecs qui disent c'est la fin du monde, on est tous morts. Et en fait c'est juste un gars qui avait mis une mauvaise cassette dans le système qui était censé être un test, mais vu que c'était mal étiqueté, il s'était trompé et du coup il n'y avait pas missile. Et on est passé à ça d'une riposte nucléaire américaine juste parce qu'on a mal étiqueté une cassette. Hein. Mais bon, c'est pas vraiment un bug. Enfin, deuxième liste, le CD de Sony. Donc ça, c'est Sony à l'époque où tout le monde copiait-collait des CD parce que c'est chiant d'acheter des CD. Et eux, ils ont dit, ouais, on va installer un système pour que les gens copient-collent pas nos CD sans leur prévenir. Et complètement buggé, du coup, ça fait des grosses failles de sécurité partout.
et vous pouvez pas le désinstaller en plus, c'est génial. Du coup les gens ont beaucoup gueulé et après ils ont fait ok, on revient sur nos pas, vous pouvez maintenant le voir, mais vous pouvez toujours pas trop le désinstaller et puis il fait toujours de la merde. Bon voilà, de toute façon ça n'a pas empêché les gens plus tard de réussir à déjouer les systèmes de sécurité. Un bug rigolo que vous avez peut-être entendu parler, c'est la peste sur World of Warcraft. Donc est-ce qu'il y a des gens qui jouent à WoW ici? Je sais qu'il y en a. Voilà. Où c'est une histoire marrante, ils ont sorti un nouveau donjon et il y avait une maladie qui éliminait vos PV très rapidement. Et normalement quand vous sortez du donjon, la maladie disparaît. Mais pas sur les compagnons animaux. Et la maladie est transmissible au contact. Du coup vous avez l'intégralité du monde, surtout les joueurs bas niveau qui du coup ont moins de santé, qui meurent tout de suite. Vous avez des cadavres partout dans tout le monde entier de WoW. Très rigolo. Pour rester dans le jeu vidéo, il y avait Nuclear Gandhi. Donc quand vous avez le personnage avec 0 de violence, mais que vous faites l'ONU et du coup ça fait -1 de violence à tout le monde et qui passe à 255, quand normalement la violence maximale des persos c'est genre 10. Et en plus quand vous faites l'ONU en général vous êtes en période nucléaire, du coup ils commencent à attaquer tout le monde. Il y a plein de mèmes là-dessus, vous en avez sans doute entendu parler. La mise à jour de EVE Online, si vous voulez, ils ont un fichier qui traîne dans leur jeu qui s'appelle boot.ini. Et qu'ils ont mis à jour, seulement ils sont trompés dans le chemin, du coup ça a écrasé boot.ini mais de Windows. Ça marchait plus très bien après. Sur Linux aussi, il y a eu de la merde avec Steam. C'est-à-dire que si vous déplaciez vos dossiers de Steam sans prévenir Steam lui-même, que vous faites juste un MV, les scripts étaient plus corrects. Et du coup, il y avait des variables qui contenaient justement ces dossiers qui contenaient plus rien. Et du coup, quand ils faisaient un RMRF sur ces variables, vu qu'il n'y avait plus rien, ça faisait tout à la racine du home. Du coup, c'était pas cool. Et enfin, un petit truc marrant, parce que c'est une histoire un peu plus récente, c'est un jour Google, ils ont eu un petit bug qui faisait que l'intégralité des sites entiers, de tous les sites, de la liste de tous les sites que vous pouviez rechercher sur Google, était considérée comme malveillant. Et du coup, vous ne pouvez pas aller dessus parce que, attention, c'est risqué. Même les sites de Google, en fait. Bon, voilà, c'était juste un mec qui avait coché une case en trop sur l'option. Pour finir cette conférence, je vais vous parler d'un bug. C'est le bug qui m'a donné envie de faire cette conférence parce qu'il m'a fait mourir de rire. C'est du C, mais vous n'avez pas besoin de vous y connaître en C pour comprendre le bug. C'est donc un mec qui râle, forcément on râle tout le temps en informatique, puisqu'en fait il télécharge du code source C pour travailler dessus et en fait il n'arrive pas à le compiler. Du coup il enquête et il se rend compte qu'en fait le code C qu'il reçoit, c'est pas le même qu'il est censé recevoir. Celui qu'il y a dans le serveur, c'est pas le même. Du coup il fait des différences et il tombe sur ce genre de choses. On voit que du coup, entre les deux, vous avez à la fin et au début, à la fin de la première ligne et au début de la deuxième ligne, il y a des trucs qui disparaissent. Bon, il y a un peu la solution dans le titre. En fait, vous voyez que ce qui disparaît, ça fait nude. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur sa machine perso, il y a un logiciel de contrôle parental. Et le contrôle parental regarde l'intégralité des paquets qui passent sur Ethernet. Et il lit tout. Et il a vu nude. Même s'il y a une étoile, un slash, un retour à la ligne, un dièse, il a fait il y a nude, je supprime. Voilà. Comme quoi, la meilleure sécurité, ça reste quand même celle des vrais parents. Donc, pour conclure cette conférence, en fait, j'ai vu un article un jour qui disait qu'on estime chaque année à environ 150 milliards d'euros l'argent qui peut être perdu à cause des bugs en Europe. Et en vrai, ce chiffre ne m'étonnerait pas trop parce qu'il y a vraiment plein de bugs partout, juste qui font ralentir et du coup consomment de l'énergie. Et après, c'est à prendre avec des pincettes quand même, puisqu'il faut savoir que j'ai trouvé ça sur un article qui dit pas d'où est-ce qu'il sort ce chiffre, qui était un peu vieux en plus, donc ça a pu évoluer. Donc bon, faut prendre ça avec des pincettes, mais retenez juste, faire des bugs, c'est pas cool. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Attends, parce que si tu as une anecdote, du coup, c'est mieux si tu as le micro. Ah, il y a un autre micro? Génial. Est-ce qu'il y a des bugs sur le micro? Allô?
Ouais, là. Vas-y. Ok, en gros sur la peste de WoW, il y a actuellement des centres de recherche de sociologie qui ont demandé à Blizzard les données des joueurs pour essayer de faire justement une corrélation sur comment ça s'est passé pour savoir en fait si jamais ça se passait dans un environnement réel, comment est-ce que les gens réagiraient. Et ils ont déduit que les données justement du jeu seraient assez proches de ce qui se passerait réellement. Donc les trolls qu'on a eu qui ont transmis en fait la maladie partout sur les spawns, etc., enfin sur les towns majeurs, était actuellement correspondait à peu près aux journalistes qu'on aurait qui transmettraient les maladies à droite à gauche. Voilà. Ok, bah merci de cette précision. S'il y a d'autres questions? Ouais, bien dans ce cas, je vais vous laisser pour la prochaine conférence par Meven. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui ai une photo de merde. Merci pour votre attention.